Bonjour à toutes et à tous. Juin 1940, Charles Lindbergh, l'aviateur héroïque adulé des Américains, est choisi par le Parti républicain comme son candidat aux élections présidentielles face à Franklin Roosevelt. La nouvelle fait l'effet d'une bombe, car le brillant aventurier est aussi un admirateur de l'Allemagne nazie et un antisémite notoire. Tout comme les autres familles juives de Newark, les parents du petit Philippe, le narrateur, âgé de 7 ans, sont atterrés. Car, déjouant tous les pronostics, Lindbergh, exploitant à fond le pacifisme américain, imposant son slogan « Lindbergh ou la guerre », devient en novembre 1940 président des États-Unis. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, il s'empresse de signer un pacte de non-agression avec Hitler, puis avec le Japon. Les Juifs ne tardent pas alors à être considérés comme des indésirables au même titre que les Noirs, puis pire encore. Mais entre certains membres de la communauté juive qui soutiennent la paix à tout prix, prônée par Lindbergh, et ceux qui osent entrer en dissidence, voire créer des brigades internationales anti-nazis qui partent combattre en Europe, le fossé va s'élargir jusqu'à la rupture. Le récit s'étale de juin 1940 à octobre 1942. Le jeune Philip Roth a 7 ans au début du récit. Il est le fils cadet d'une famille juive de Newark, dans le New Jersey. Il a un frère aîné prénommé Sandy. Il vit dans un ghetto de gens industrieux vivant juste au-dessus du seuil de pauvreté. Cette population s'est fondue dans le creuset américain. Sans véritablement de signe distinctif, elle peut affirmer « Notre patrie, c'était l'Amérique ». Un événement perturbateur va venir modifier cet équilibre apparent. Après la Grande Dépression de 1929, l'investiture de Lindbergh par les républicains. Le célèbre aviateur, jusque-là adulé par tous, va devenir le champion des pacifistes isolationnistes et des Américains chrétiens en assurant la promotion du mouvement America First. Ses visites en Allemagne, son acceptation d'une décoration nazie et son soutien à Hitler lui valent l'hostilité des Juifs américains, solidaires de leurs coreligionnaires persécutés par le régime fasciste. Ce récit historique fictionnel distord le cours des événements en substituant au second mandat de Franklin Delano Roosevelt l'élection de Charles Lindbergh à la présidence des États-Unis. Commencent alors de sournoises intimidations et vexations pour la communauté juive, dont certains membres, y compris dans l'entourage immédiat du jeune Philip Roth, refusent de voir la réalité et soutiennent même la politique officielle de prétendue intégration. Ces divisions perturbent l'enfant, déchiré entre des affections contraires. L'ouvrage relate les diverses réactions qui divisent le groupe marqué par son appartenance culturelle à la judéité. Philippe essaie alors de conjurer à sa manière les menaces qu'il sent s'accumuler sur sa famille. Sur la fin, de juin à octobre 1942, cette collusion entre les pacifistes et les partisans du Bund germano-américain, parti pro-nazi, débouche sur des violences comme dans l'Europe sous la botte fasciste. Roth essaie de justifier ses choix de romancier en s'attaquant principalement à la personnalité de Lindbergh et à ses sympathies pro-nazis. Il cite des faits et des écrits qui donnent au récit l'apparence d'un ouvrage historique. Quelle place pour les minorités en démocratie? Quel est le rôle des médias et leur pouvoir en démocratie? Les dangers de l'image personnelle en politique. Lindbergh soigne son image de jeune aventurier, simple, dynamique, sympathique. D'une certaine manière, il magnétise ses partisans comme Hitler. Avec Winchell, les héros providentiels, le marginal intrépide. America First ou la majorité injuste et pacifiste qui met en danger les libertés. Le risque démagogique qui flatte les égoïsmes. Au-delà de la fable politique, ce roman reste un savoureux portrait de la société juive, de ses comportements, de ses modes de pensée et surtout de ses angoisses. Le sujet, plutôt noir, est illuminé par les notations humoristiques d'un adulte qui choisit de revisiter son enfance. Cette fausse naïveté, associée à un amour inconditionnel pour les siens, malgré leurs faiblesses ou leurs erreurs, en fait aussi un vibrant hommage à ses parents.
Sous la plume de Roth, la judéité est examinée sans complaisance. L'auteur note combien les comportements hérités du passé et profondément ancrés dans l'inconscient sont peu à peu corrigés par la modernité américaine. Il en résulte une acculturation pragmatique. Finalement, pour Roth, c'est bien la cellule familiale plus que la synagogue qui fonde son identité. C'était par leur travail que j'identifiais et que je distinguais nos voisins, bien plus que par leur religion. Et si le juif américain est pris pour cible, c'est parce qu'il ne se mélange pas aux chrétiens. Le danger du communautarisme pour la démocratie est bien pris en compte. Mais Roth remarque que seuls les juifs arrivant d'Europe, notamment pour collecter des fonds, sont reconnaissables comme tels par leur accoutrement ou leurs propos. La deuxième génération issue de l'immigration a adopté le mode de vie américain jusque dans les loisirs et les sports. Ce roman vaut surtout par le voyage d'un esprit enfantin au pays de ses fantasmes. Le jeune Philippe porte un regard sans complaisance d'adulte sur son environnement familial et sur la société juive dans laquelle il vit. Il est écartelé entre ses affections, ses admirations et les prises de position contradictoires de ses proches. Le groupe social dans lequel il grandit connaît, comme toute l'Amérique, sa majorité de braves gens travailleurs très éprouvés par la Grande Dépression de 1929, mais aussi ses flambeurs, ses malfrats, ses affairistes, ses extrémistes, ses arrivistes. Face à des situations dont il ne perçoit pas de prime abord toute la gravité ou la nuisance dissimulée, il nous livre de savoureuses analyses décalées, des extrapolations fantasmatiques nées de ces terreurs nocturnes. Le plus navrant est que la montée d'un antisémitisme primaire rencontre très vite la phobie de la persécution chez des immigrés dont les ancêtres ont fui les pogroms européens ou russes. Ce climat délétère de peur irraisonnée conduit peu à peu l'enfant à des décisions surprenantes dans sa logique naïve. Voilà le jeune Philippe qui se culpabilise, car les adultes qui se déchirent autour de lui ne voient plus à plus les dérives sécuritaires chez cet enfant déboussolé. Le narrateur va devenir menteur, voleur, manipulateur, voire indirectement meurtrier, dans son désir de se protéger, à l'heure où les valeurs morales volent en éclats, quand se répand la terreur insidieuse. Le 22 juin 1941, Hitler rompit le pacte de non-agression signé 2 ans plus tôt avec Staline et lança un assaut massif contre l'Est. Lundberg lui apporta son soutien dans un discours à la nation le soir même. Par ce geste, déclarait-il en effet, Adolf Hitler vient de s'établir comme le rempart mondial le plus sûr contre la contagion du communisme avec tous ses maux. Et il ne faut pas minimiser l'effort du Japon impérial. Malgré leur volonté, la Chine féodale et corrompue de Chiang Kai-shek, les Japonais n'en sont pas moins attachés à éradiquer la minorité communiste fanatique de Chine, qui se propose de faire main basse sur cet immense pays pour le transformer, comme les bolcheviks l'ont fait de la Russie, en un vaste camp de prisonniers. Mais ce soir, c'est à Hitler que le monde entier doit sa gratitude, puisqu'il vient de frapper l'Union soviétique. Si l'armée allemande sort victorieuse de son combat contre le bolchevisme soviétique, comme il y a tout lieu de le croire, l'Amérique n'aura plus à craindre qu'un État communiste vorace n'impose son pernicieux système au reste du monde. J'espère seulement que les internationalistes, siégeant encore au Congrès, reconnaîtront que si nous avions laissé entraîner notre pays dans cette guerre aux côtés de l'Angleterre et de la France, notre grande démocratie se trouverait aujourd'hui alliée au funeste régime soviétique. Ce soir, l'armée allemande est peut-être bien en train de livrer un combat que les troupes américaines auraient dû engager si elles ne l'avaient pas fait. Pour autant, nos troupes étaient parées à toute éventualité, avec l'adoption par le Congrès d'une conscription obligatoire de 24 mois, suivie de 8 ans de réserve, pour tenir l'Amérique à l'écart de toutes les guerres étrangères,
et les guerres étrangères hors de l'Amérique, formule répétée 15 fois dans son discours sur l'état de l'Union, puis une fois en conclusion de celui du 22 juin au soir. Lorsque je demandais à mon père ce qu'il fallait comprendre, il me répondit « Ça veut dire que nous tournons le dos à nos amis et que nous prenons leurs ennemis pour amis. Tu sais ce que ça veut dire, mon fils? Ça veut dire qu'on est en train de détruire tout ce que l'Amérique représente. » Mon frère Sandy partit le dernier jour de juin 1941 pour un apprentissage d'été auprès d'un planteur de tabac du Kentucky, dans le cadre du mouvement des gens parmi d'autres, décrit par le Bureau d'assimilation tout nouvellement créé comme un programme de travail réservé aux garçons des villes désireux de découvrir les modes de vie traditionnels des terroirs. Mon père, inquiet des conséquences de ce programme, n'était pas favorable à ce départ. Mais Sandy avait reçu le soutien d'Evelyn, sœur cadette de notre mère, et pour lors secrétaire particulière du rabbin Bengelsdorf, qui venait lui-même d'être nommé premier directeur du bureau d'assimilation pour l'État du New Jersey. Le but était de mettre en œuvre des programmes propres à encourager les minorités religieuses et nationales à s'intégrer davantage à la société américaine. Mais à dire vrai, la seule minorité concernée était la nôtre. L'auteur réussit l'exploit de projeter à la fois sa propre biographie et toutes les inquiétudes des années d'avant-guerre dans un pays encore hanté par la Grande Dépression. Ce que Roth explore dans ce roman, c'est la peur de l'autre dans une démocratie. Comment la peur transforme un groupe de citoyens en meute et comment, par conséquent, la démocratie s'effondre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.